Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Si c'est une question de conceptualisation, puisque on parle après une stratégie générale, et dans la première ça dans le contexte, il y a des gens qui sont en mesure, et c'est ça qui est des éléments à mon avis. Mais vraiment, l'instrument, j'ai proposé quelques éléments de référence sur le pratique. Vous pouvez noter, vous pouvez consulter, vous pouvez par vous. Et en tout cas, vous avez essentiellement des éléments écrits qui sont disponibles dans la modèle. Si vous avez Internet, je crois qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de militaires qui allaient dans la connexion que ça, évidemment, comme vous savez, explorer une ensemble de justice qui nous permettront de comprendre, de mieux assimiler ces éléments qui sont dans le cadre de l'enseignement. Donc, dans cette crise, il y a quelques petits points de référence. Et tout moi-même, je cite, puisque, comme on dit, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Mais aussi, il y a une autre partie de ce qu'on nous partage ici qui est issu de la présentation. Donc, c'est pourquoi il est important de prendre note par rapport à ces documents que vous pouvez consulter en ligne. Donc, chacun propos plus accepté, mais aussi sur le partage. Donc, il est important de pouvoir développer dans une de chaque discipline pour développer. Il y a des documents de référence. Donc, il vaut mieux gérer au plus de risques. Vous avez un sujet qui est codifié, qui est dans le document. Donc, si vous avez accès à ce document, vous aurez certainement des algorithmes matériels. Et pourtant, avec le monde, mais malheureusement, notre génération ne vit pas. Ça, c'est évidemment. Mais il est important de rappeler que dans ce temps, donc il faut aller la chercher. Ce qu'on dit, c'est qu'on partage dans les enseignements, dans le tout qui part, il faut bien aller renforcer. Et donc, le premier document, c'est la cause de famille des documents. Je pense que ça, c'est un document important. Le document de trace, de l'ouvrage, c'est plus si on prend des exemplaires de la bibliothèque, mais bien, vous avez le possibilité de D'accord. Le deuxième, c'est celui de l'avion, qui fait une synthèse sur les questions écologiques. Certains des illustrations que je fais dans ce cours, évidemment, c'est dans le cas de l'avion. Vous avez l'élément de géographie quand il y avait là, c'est peut-être la statistique, vous avez une possibilité, comme je l'ai dit, c'est bien dans le document, on y avait la société, donc je considère par exemple que la société ensuite, vous avez le sondage, donc je vais dire tout ce qu'il a fait faire. Vous avez vraiment éléments méthodologiques et économiques. Vous faites vraiment est important. Il y a plusieurs éditions. Tu comptes les éditions qui sont proposées. Et ça permet de faire l'entretien de vous technologiques en bibliographie. C'est important pour vous de pouvoir évoluer. Donc il y a également aujourd'hui une grille sur la géographie de la biosphère. Sur la géographie de la biosphère. Donc là également,
que vous savez que parmi les terres de la biologie, certaines d'entre eux qui avaient déjà un parcours en biologie, parce que je reviendrai sur le prélèvement de l'éducation pour anticiper. Il est important de garder à l'esprit ces deux solutions pour vous pouvez communiquer par façon physique ou de façon visuelle. Donc, je voudrais raconter simplement par rapport à la pédagogie, puisque ça paraît banal peut-être de revenir sur cette discipline. Et je suis persuadé que dans votre cours de l'année passée, quelques éléments ont été attribués. Mais déjà, cette discipline a été largement mise en avant pour établir une connaissance sur la répartition des organismes vivants à l'échelle de la planète. Donc, géographie. Et donc, quand vous prenez la notion de géographie, il y a au moins 3 termes qui composent la géographie. Donc, le premier terme, c'est la notion de bio. Quand vous prenez le bio, ça renvoie au bio. Ça renvoie au vivant. Et le vivant dans sa complexité, parce que souvent on résume le vivant parfois dans notre comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas que ça. Et que quand on prend la notion du vivant, c'est tellement complexe que ce n'est pas seulement dans sa globalité qu'il faut le comprendre, mais il y a aussi des éléments qui participent à mieux comprendre ce vivant. Ensuite, vous avez pourquoi nous parlons du vivant. Généralement, on dit que la géographie des études qui participe à étudier donc, en lien la géographie, la notion du vivant et la géographie. Donc, la géographie essaie de comprendre la répartition des organismes vivants à travers la planète. Donc, pourquoi on a dans telle ou telle espèce dans telle partie de la planète. Donc, vous avez parlé l'année dernière de l'endémie. Vous avez parlé l'année dernière de coronavirus. Donc, c'est des facteurs qui peuvent expliquer la présence d'une espèce à quel endroit ou dans le niveau de la planète. Et nous sommes dans la discipline qui permet de l'expliquer. Donc, par exemple, ceux qui suivent la biologie, donc ils le font pas de la même manière que les géographies. La géographie s'intéresse justement à l'explication spatiale. Donc, quand on prend un élément au niveau de l'espace, c'est de pouvoir participer à comprendre comment un élément se situe par rapport à l'autre au niveau de l'espace. Et donc nous avons ici un élément donc assez simple. Quand on veut parler de la géographie, donc de l'étude de la partie vivante de la Terre, puisque c'est essentiellement du végétal et de l'animal dont on parle ici. Donc c'est que dans ces fondateurs mongols, donc il y avait déjà écrit de façon assez claire, il y a au début du XXe siècle comment
les plantes sont réparties à travers la planète et participer à mieux comprendre donc, la distribution de certaines espèces. Il faut être des espèces qu'on peut retrouver au niveau de tous les continents. Par contre, il y a d'autres qu'on peut retrouver dans certains endroits et ce grand savant a participé justement à donner une explication plus ou moins correcte sur les processus et les rapports entre les éléments qui participent à la mise en place de cette répartition. Et donc, il est important de pouvoir nous collaborer. Donc, il nous revient ici de pouvoir, évidemment, donner quelques éléments de détail. Donc, sur les questions sur lesquelles s'attaque notre bibliographie. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut apporter. Donc, quand on est en bibliographie. Donc, l'un des éléments qui est important à rappeler, c'est la répartition ou la distribution des organismes vivants. Vous avez la biologie, et donc cette science-là qui donne une explication plus ou moins claire donc, sur les raisons pour lesquelles on peut retrouver une espèce végétale ou une espèce animale, et même l'homme. Vous savez que nous sommes répartis à travers la planète selon les continents. Et nous avons derrière des aptitudes qui nous permettent de s'adapter dans un autre milieu. Et vous savez que si vous prenez par exemple l'Africain et qu'on l'emmène dans les pays nordiques, il n'est pas évident. C'est vrai qu'il faut s'adapter, mais ce n'est pas le mieux confortable. Comme on peut ramener dans les tropiques, dans des communautés occidentaux, il est évident que c'est difficile pour eux de s'adapter. Donc, par raison de quelques facteurs complexes. Donc, ça, c'est la pour nous. Et vous l'avez vu dans le passé. La deuxième chose, c'est les modes d'association. Les modes d'association des organismes vivants. Ici, on parlera de psychosociologie. Psycho renvoie à la France. Sociologie, c'est une question de communauté. Et donc, autant que l'homme est organisé en communauté, vous avez également, donc, dans le domaine des autres organismes vivants, donc on peut comprendre aussi leur façon de s'organiser. Et pour la végétale en particulier, on parlera de psychosociologie. Psycho vient de plan. C'est un point de vue étymologique, ça vient du grec, psycho, qui renvoie à la plante. Sociologie, c'est la société, c'est une société de plantes. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ces termes. Peut-être que c'est des termes pour vous, mais ce n'est pas aussi compliqué, puisque ici, si on vous apporte à l'homme, ça peut être aussi un exemple de communauté de personnes. Vous savez que les gens qui sont ensemble, généralement, ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes cultures, peut-être la même langue. C'est pareil pour les communautés végétales. Vous voyez une association de végétation, il y a des facteurs qui permettent que ces associations puissent exister. La cohabitation. Donc, si vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, c'est clair que tout le temps de la parole. Donc, c'est pourquoi aussi, quand nous regardons dans le milieu naturel, c'est pourquoi les plantes peuvent servir beaucoup de leçons. Malheureusement, on n'utilise pas suffisamment les plantes. Elles ont aussi de l'intelligence. Parce qu'elles ont de l'adaptation, elles ont des capacités extraordinaires de résilience. C'est comme l'homme également. Donc la deuxième chose, c'est cela. Mais nous n'allons pas nous attarder, évidemment, sur ce deuxième point, puisque certains éléments de ce deuxième point, généralement, vous l'avez abordé l'année dernière, peut-être de façon superficielle. Je n'ai pas revenir beaucoup de thèmes. Il faut aussi s'intéresser à l'animal. Donc il est vrai que la bibliographie qu'on enseigne ce département, parlons du végétal. Mais ici il y a une partie qui s'intéresse à l'animal. Et ce qu'on appelle la sociologie. L'animal est un peu plus difficile à étudier. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de sens, ça c'est pas seulement. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Là, c'est facile parce qu'on peut dans le vrai pas.
donc il ne faut pas marcher. Mais l'animal est tellement mobile qu'il est difficile parfois de l'identifier. Donc c'est qui fait que de l'autre côté également, vous avez donc plutôt à côté de la microsociologie, il y a également la zoosociologie et il y a bien des géographes qui étudient l'animal. Comme d'autres aussi qui étudient la végétation. Donc la répartition des thèmes. Le troisième point, une des questions importantes que la biogéographie aborde, et c'est ça, en fait, le cœur de cet enseignement de licence 3. Donc, sur les modes d'organisation et de fonctionnement des organismes vivants, donc les modes d'organisation, et comment on s'organise dans vos écosystèmes, qui fait quoi, qu'est-ce qui permet que l'on est là. Donc, si on a des espèces d'arbres, si on a des espèces d'animaux, quelles sont les interactions? Est-ce qu'il y a une dépendance ou il y a une interdépendance? Est-ce qu'il y a des facteurs de compétition? Et ces organismes compétissent pour quel élément? Est-ce que c'est pour la nourriture? Donc, parce qu'évidemment, dans la relation que ces organismes faut avoir, donc il y a une question justement d'alimentation, il y a une question de survie. Et ce qui fait que dans nos écosystèmes, il y a cette relation de dépendance par rapport à la disponibilité de certaines ressources, ce qu'on appelle les facteurs de protection. Ça peut être l'eau, ça peut être, disons, le sol, ça peut être les minéraux, les sels minéraux, puisque pour les arbres, vous savez, avec la photosynthèse, donc les racines tirent essentiellement ce qui permet à l'arbre des sels minéraux qui sont enroués dans le sol. Donc ça, c'est des éléments importants, c'est des compétitions internes. Et on parlera de production. Donc la production, c'est un phénomène important, puisque dans l'écosystème, il y a certains de ces organismes qui jouent ce rôle de production. Et quand ce rôle n'est pas joué, l'écosystème s'affaiblit et par conséquent disparaît. Donc, c'est pourquoi, en amont, quand on parle d'organisation, c'est dans l'organisation, d'essayer de comprendre le rôle de chaque élément de l'écosystème. Et donc, ces organismes qui vont jouer le rôle de producteur, de vivant, et d'autres qui vont jouer le rôle de consommateur. Donc, il faudrait qu'il y ait une production pour que d'autres puissent avoir le droit de nourrir. C'est pourquoi on parlera de production. Donc, comment alors il y a une interaction entre ces producteurs et ces consommateurs. La disponibilité de l'aliment permet aux autres d'exister. Et vice-versa. Parce que ceux qui produisent ont besoin plus tard de ceux qui consomment. Puisque c'est dans le cycle. Puisque dans le cycle de l'azote, par exemple, donc, il fait partie des sels minéraux. Donc, la plante s'y or ici, la plante joue le rôle de producteur, parce que c'est le fruit de la plante que les autres organismes vont pouvoir utiliser pour cueillir. Et donc, il y a quelque part une interdépendance, mais qui n'est pas très visible, il faut pouvoir l'étudier. Et ensuite, vous avez l'utilisation de la matière organique. Comment elle s'exprime? La matière organique renvoie simplement à cette matière vivante. Donc la matière vivante. Si cette matière organique n'est pas constituée que de la plante, parce que quelque part, certains animaux aussi peuvent se trouver dans cette catégorie de la matière organique. Parce que dans la dépendance, dans le fonctionnement, évidemment, le fondement de l'écosystème, c'est la production des plantes. Mais après les plantes, il faut y avoir aussi d'autres niveaux de dépendance, même entre les consommateurs, parce qu'il y a des consommateurs qui sont évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je livrerai là pour tout le monde. Il suffit de lever la main et vous poser la question, ça sera intéressant. Donc, la logique
parfois les interrelations sont assez complexes. Il faut avoir une outil pour les comprendre. C'est pourquoi dans cet enchaînement, donc entre la production et l'utilisation de la matière, il y a des niveaux de dépendance, il y a des chaînes de relations qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître et voir dans quelles sont les relations de l'économie. Parfois c'est très complexe. On le verra donc, dans les niveaux topiques, certains parleront de maillon, etc. Donc il y a plusieurs niveaux. C'est pourquoi c'est assez complexe. Mais aussi ça dépendra aussi donc, des habitudes de certains organismes. Parce que autant que nous sommes, donc maintenant c'est assez complexe. Les Occidentaux nous parleront de certains qui sont italiens, d'autres de nous, on est en donc on prend donc d'autres sont très spécialisés. Donc les sélections de pigments, ça se produit de la même manière dans la nature. Parce qu'il y a des plantes, il y a des animaux qui sélectionnent ce qui faut aller dans le circuit de l'œuvre publique. Et c'est important de le comprendre. Donc, quand vous voyez ces communautés végétales, vous allez comprendre que ce sont des communautés qui n'aiment pas l'association, qui n'aiment pas la fabrication. C'est comme l'homme également, c'est des entreprises tellement éduquées. N'est-ce pas que les autres éléments. C'est pareil, mais c'est des formes d'organisation qui leur permettent de suivre. De la même manière que les erreurs de programme sont apparues. Et enfin, une des interrogations que la bibliographie aborde, c'est la question des dynamiques. Dynamique, c'est une question d'évolution. On ne parle pas de dynamique, c'est l'évolution des décisions. Quand ça sort même à nos yeux, parce que quand on regarde tous les deux, on sait que les vidéos changent. Mais comment les vidéos changent, c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ça dépend de l'interprétation que vous pouvez avoir. Vous êtes aujourd'hui pour faire pour moi. Donc il y a un travail important, donc surtout dans le domaine de la recherche sur la dynamique des vidéos. C'est tellement complexe que ici, l'évolution, les changements au niveau des espèces, au niveau des systèmes. Donc, du point de vue de l'origine, d'ailleurs, de certaines espèces, ou alors l'avenir de certaines espèces. Donc, c'est pourquoi certains parlent aujourd'hui de la disparition de certaines espèces, etc. Notamment des espèces qui étaient très abondantes. Maintenant, on ne les voit pas. Peut-être dans les bourses, dans vos villages, vous allez remarquer des espèces. Donc, la bibliographie utilise ces éléments-là. Qu'est-ce qui fait que il y a cette évolution négative? Ou alors, il peut y avoir aussi une évolution positive. Parce qu'il ne faut pas aussi se tromper, puisque le milieu peut évoluer dans le sens donc, de la dégradation. Il faut aussi évoluer dans le sens de la reconstruction. Donc, le milieu peut se reconstruire. Donc, là, ce sont des phénomènes qui peuvent exister. Et il est important de garder à l'esprit ces éléments. Donc, les espèces, de façon isolée. On essaie des espèces dans le forêt, même les arbres. Donc, autant vous appréciez qu'avant il y en avait, maintenant il n'y a pas beaucoup. Donc, il y a forcément des facteurs d'exploitation. Mais ça, ce n'est pas l'objet de votre cours. Ça, c'est un livre introductif. Donc, il permet de fixer plus ou moins l'intérêt de la bibliographie. Qu'est-ce qu'on peut étudier en bibliographie? Les grandes questions qui sont abordées par la bibliographie, y compris ce que nous allons partager pendant ce semestre. Et il nous revient maintenant d'aborder ce premier chapitre qui va s'intéresser au système
au système organique, donc en revenant essentiellement sur la notion d'écosystème. D'accord? Oui? Je te donne le micro pour la question. Parce que tout le monde doit entendre la question. Normal, moi je parle pour tout le monde, donc tout le monde parle pour tout le monde également. Voilà, vous parlez de dynamique. L'expertise parle de cette addition à l'évolution au changement des choses. Vous allez savoir pourquoi on a dit que cette là va disparaître d'ici à moyen de dynamique. Il y a des choses qu'on dit qui tiennent à 10 ans et que c'est ce moment-là. Je ne sais pas si tout le monde a entendu la question. Vous avez entendu la question? La question c'est pourquoi donc les espèces disparaissent, c'est ça. Donc en résumé, on a arrêté de certaines espèces. Ok? Donc à partir du moment où j'ai parlé de dynamique, la dynamique, donc, le terme terre c'est une question de mouvement, simplement ça. Si vous voulez comprendre la dynamique, donc c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Ok? Or, le mouvement peut être propulsé vers l'avant, comme ça peut être propulsé vers de l'arrière ou à gauche ou à droite, si je prends l'ordre. C'est pas ça. Donc, dans le cas des espèces, donc, si on voit certaines études qui ont été réalisées sur certaines espèces, évidemment, il y a des modifications. Donc, une espèce sera réduite. Donc, dans un premier temps, on doit pouvoir interroger les facteurs physiques. Dans un premier temps, les facteurs physiques peuvent être des éléments d'explication de la rareté d'une espèce. Pourquoi? Parce que quand une espèce est retrouvée en un endroit, c'est que le milieu est favorable. Les conditions biophysiques, quand on parle de conditions biophysiques, c'est des conditions à la fois biologiques et physiques, c'est-à-dire le sol, l'eau, etc. Donc, sont favorables au développement de cette espèce. C'est pourquoi l'espèce apparaît, ou l'espèce se développe à cet endroit. Donc, la première conséquence de la dégradation de ces facteurs faut se répercuter aussi sur l'espèce elle-même. Cela veut dire que si, par exemple, c'est une espèce qui est adaptée au milieu humide, donc s'il y a une sécheresse, donc il est clair que cette espèce va être impactée et elle va subir les conséquences de cette sécheresse. Okay? Ça, je prends les exemples des espèces de sol humide. Donc c'est des espèces microphiles, par exemple. Vous l'avez vu l'année passée, qui aiment l'eau. Parce que l'eau est un facteur déterminant de la survie de cette espèce-là. Donc, le sol également, si vous avez un milieu édafique qui est riche et qui permet à cette espèce de se développer, il est clair que cette espèce peut exister pendant longtemps. Mais si le sol venait à se dégrader, donc cette espèce peut subir aussi les conséquences et par ailleurs va probablement peut-être disparaître. Pas totalement, mais ça va quand même, parce que ça va répercuter sur sa croissance. Donc l'autre élément qui peut être mis dedans, donc si on est dans des zones tempérées ou dans des zones tropicales humides, donc le facteur de la pluviométrie. Okay? Donc c'est pourquoi aujourd'hui de plus en plus on dit que les changements climatiques ont des impacts importants sur les écosystèmes. Donc le forêt subissent évidemment les conséquences de ce changement climatique, d'autant plus que si les sécheresses s'accentuent, donc il est clair que les écosystèmes vont pouvoir changer. Là, ne serait-ce que pour ces facteurs-là, s'il y a une dégradation des facteurs physiques, ça se répercute sur la survie de l'espèce et l'espèce vont se ramifier
pour disparaître. Donc vous avez entendu parler de l'extinction de masse de certaines espèces. Nous sommes presque à la 4e extinction de certaines espèces. C'est important. Mais aussi c'est la vie. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui meurent et d'autres qui naissent. C'est tout à fait naturel. L'évolution des écosystèmes, c'est naturel. Donc de telle sorte que ça évolue dans le temps, dans le sens et dans le monde. C'est tout à fait naturel. L'autre élément d'explication, c'est l'action de l'homme dans la réplication de certaines espèces. Parce que la pression, l'utilisation, donc, peut entraîner la disparition de certaines espèces. Donc surtout des espèces structurées. Quand je parle d'espèces structurées, c'est des espèces qui ont une valeur soit alimentaire, une valeur économique, une valeur sociale, une valeur religieuse, par exemple. Quand on prend une espèce comme le poivron de Sénégal, on utilise là des fruits, on utilise des feuilles, on utilise etc. Mais en utilisant, on ne calcule pas la capacité de production de ces espèces-là. Donc, parfois, on utilise au-delà de ce que ces espèces peuvent nous offrir comme produit. Donc là, c'est une pression. Et même l'homme, quand on libère la pression, il tombe malade. C'est pareil. Donc, parce que les espèces ne peuvent pas supporter une certaine pression. Donc il y a des activités humaines qui peuvent être à l'origine de tout ça. Donc l'agriculture, l'élevage. Parce que les gens, nos paysans, toute la forêt pour installer des champs agricoles. Et parfois on ne le fait pas avec la bonne manière. C'est souvent le forêt se dégrade. On coupe aussi pour faire du charbon de bois, pour faire du bois de. Et il y a des espèces qui sont spécifiquement ciblées. Ce n'est pas toutes les espèces. Par exemple, pour faire du bois, des vents, par exemple, vous avez ici, ce n'est pas n'importe quel bois. Donc il y a des espèces qui sont reconnues pour la dureté de leur bois. C'est la matière pure d'un arbre. Ce qui fait la différence entre l'arbre et l'herbe. Parce que l'herbe n'a pas cette substance qu'on appelle la ligne, qui constitue donc ces éléments purs du bois. Et la dureté du bois dépend aussi des milieux, dépend des types d'espèces. Donc forcément, ceux qui font la production du bois, par exemple au Sénégal, il y a quelques espèces qui sont ciblées. C'est le dim, c'est le haï, c'est le pterocapris, le bois rouge. Donc ceux qui sont de Tamba, de Kola, que vous connaissez ces espèces. Donc ils sont coupés pour fabriquer. L'autre c'est pour le charbon de bois, parce que le charbon de bois, ça dépend de l'urgence. C'est-à-dire la capacité thermique du bois. C'est ça chauffe plus, ça brûle rapidement. Donc, c'est aussi que ces régions connaissent qu'il y a des espèces qui sont utiles. Et donc, cette activité peut avoir une conséquence importante sur ces espèces qui sont utiles. Donc, c'est pourquoi il y a une rarification. Si elles ne sont pas protégées, si ces espèces ne sont pas protégées, on va continuer à couper finalement ça disparaît de tout, ça disparaît de tout. Je ne sais pas si j'ai répondu là. Aujourd'hui, il y a même des surveillances à faire sur certaines espèces au Sénégal. Je prends l'exemple chez nous, parce que ça nous parle. Ça nous parle. Quand vous voyez l'espèce comme le tigre, de sorte là financière, qui est utilisé pour son bois, les généraux que vous voyez, c'est du bois de tigre. Et la plupart des ustensiles produits que l'on utilise, c'est le bois de tigre. Donc finalement, cette espèce est en train de reculer. Avant, on voyait beaucoup de pièces dans la région de Capri, etc. Il y a quelques pieds. Donc, quand vous voyez les champs de terre, si vous voyez le film, c'est parce qu'ils ont laissé ça pour le film. Parce que nous pouvons utiliser ce qu'on appelle les yachts dans le désert, parce que les déserts sont là. Donc, ils préfèrent ça pour la raison alimentaire. Mais sinon, c'est le bois qui attire les gens et les gens pour le film. Donc ça c'est une espèce qui est pratiquement menacée, parce que c'est utilisé à outrance. Et l'autre espèce qui fait le problème au Sénégal, c'est le pterocapris. Donc vous avez entendu toutes les histoires de bois en Casamance. C'est cette espèce qui est recherchée, parce que ce bois est très cher. Vous mettez beaucoup de 300 400 000. Donc forcément, si vous pouvez avec ce type de bois, c'est riche. Donc ça crée des tensions. Finalement, cette espèce peut être menacée en raison de cette activité. On va avancer.
Bon, je voudrais parler de ce que vous disiez tout à l'heure. Comme la maison de l'artistique, je ne fais pas partie de la défense générale. La défense si ça n'engage pas l'application de certaines par exemple, les méthodes qui ont été exploitées pour les étudiants les voitures qui étudiants et cela n'engage pas l'utilisation de cette plateforme. Nous sommes carrément dans mon domaine de nous parle de pêche, on ne parle pas de pêche, mais la disparition de certaines espèces, oui, on peut parler de spécialité de poisson. Évidemment, la pêche aussi, la surpêche. Surpêche, c'est-à-dire sans pêcher de l'eau sûre, c'est-à-dire qu'on pêche au-delà de ce qu'on doit pêcher. On a dépassé les capacités. Vous savez, quand on dépasse la capacité, on est en train de faire du mal. Donc déjà la surpêche, donc c'est un phénomène qui n'est pas correct, à mon avis, puisque ça entraîne la capture à outrance de certaines espèces de poissons. Donc aujourd'hui, au sein du bon marché, savent que le cœur de l'araignée, le yaboé aussi de l'araignée. Avant, il y en avait beaucoup, mais maintenant, il semble qu'il est difficile, puisqu'on a pêché plus qu'on devait pêcher. Donc, à cause du dommage de l'argent que les pêcheurs cherchent, et je crois que c'est ça qui entraîne aussi la raréfaction de certains hospitaliers. Donc, je ne sais pas si vous avez beaucoup de pêche, mais ça vous permet de comprendre. Aujourd'hui, la question c'est de réguler cette société de la pêche. Donc, l'octroi des licences de pêche, la pêche industrielle, je sais qu'au Sénégal, la plupart de nos concitoyens font la pêche artisanale. C'est plus comment la pêche industrielle que les expressions de certaines espèces. C'est bon? Je n'ai pas de il y a d'autres qu'il faut continuer de passer, vous êtes mieux que moi. Alors, qu'est-ce que l'écosystème? En commençant par là, ça paraît banal, mais dans une démarche pédagogique, c'est comme ça qu'on fait aussi. Parce qu'il n'est pas évident de parler d'écosystème. Et là, donc, selon ta compréhension, nous avons emprunté certaines erreurs que vous les avez déjà indiquées dans la liste géographique, qui reviennent ici parce qu'ils ont étudié ce concept d'écosystème. D'accord? Et nous allons voir ensemble comment eux ils abordent l'écosystème, avec un regard peut-être qui va vous aider à comprendre davantage et à contextualiser ce concept. Donc, c'est assez classique quand on parle d'écosystème. Okay? Donc, vous avez un complexe d'association, puisque dans le terme d'écosystème, il y a deux éléments essentiels, c'est le biotope et la biosphère. Le biotope renvoie à quoi? Le biotope renvoie aux éléments physiques. Le biotope renvoie aux éléments physiques. Cela veut dire que vous avez ici l'air, vous avez l'eau, vous avez le sol. Je ne suis pas sûr que vous faites la liaison entre les quatre thématiques mieux désignées. Donc l'eau, le sol, l'air.
Je pense que tout à l'heure vous avez eu un cours sur la théorie. Alors, je vais montrer que vous parlez par ailleurs d'être. Alors, pour nous, c'est important parce que la répartition de certaines espèces peut être liée au type de sol. D'accord? Parce que si vous êtes au niveau des sols kératiques, ce n'est pas évident d'avoir une certaine communauté d'espèces végétales. Okay? Donc, les génoses s'adaptent aussi au type de sol. Je pense que vous l'avez dit là. D'accord? Si vous êtes au niveau des sols d'or, ou des sols secs, ou des sols périgineux, donc il n'est pas évident. Donc les brousses sont souvent dans des types de sols assez variés. Alors, si vous passez en revue des différents types de formations végétales, donc soit dans le sens latitudinal, donc à partir de l'équateur, si je prends de façon globale sur la planète, donc vous allez voir que l'organisation de ces communautés végétales, de ces formations végétales, va aussi être similaire quelque part à ce que nous appelons des biomes. Donc ça correspond à des gradients pluviométriques. Même le Sénégal c'est pareil, vous prenez l'échelle de l'équation. Au point que certains confondent donc les domaines climatiques et l'organisation de certaines communautés végétales. La formation, les formations. C'est pas tout très bien. Et cela veut dire que le volume pluviométrique peut aussi indiquer la présence de certaines formations végétales. Donc, c'est pourquoi vous avez parfois au nord du Sénégal des steppes, parce que dans les steppes, donc les éléments végétaux qui ce sont souvent des herbages, c'est des plantes annuelles. C'est des plantes annuelles. Généralement, qui ont une forte adaptation donc, à la faiblesse de la pluviométrie, puisque ici on a une pluviométrie saisonnière. Okay? Les espèces annuelles développent la partie végétative donc pendant la saison de pluie et disparaissent pendant la saison. Donc ça c'est une forme d'adaptation. Parce que quand vous partez pendant la saison, vous allez passer, c'est totalement différent. C'est lié au premier jour de pluie, vous allez voir la végétation qui ressort. Donc c'est important. Il y a l'air, l'eau et le sol. Donc les autres éléments qui viennent s'appuyer sur l'air, l'eau et le sol, je veux dire à biotope. Donc c'est la biocénose. Donc la biocénose ici, ce sont finalement les éléments et les végétaux. Okay. Donc ils utilisent l'air, ils utilisent l'eau, ils utilisent également le sol, mais de façon assez variée. J'ai donné l'explication sur le sol, sur l'eau également. Okay. Sur l'air, parce qu'évidemment, donc la composition de l'air faut déterminer donc la présence de certaines formations végétales. Okay. Si on est dans des climats donc qui sont chargés donc avec des masses d'air, parce que la circulation des masses d'air aussi, il y a une certaine composition d'éléments chimiques, donc selon la composition des masses d'air, parce que les masses d'air entraînent certaines particules également avec elles. Donc il est clair qu'il y a des influences. Pour voir certaines formations végétales, vous les verrez en bordure de l'océan, ou peut-être à l'intérieur des continents, etc. Donc quand vous prenez le littoral, vous savez que les gens n'utilisent pas n'importe quelle espèce pour faire des crises marines. Donc, le cas du des filao au Sénégal. Vous n'avez pas posé la question pourquoi. Vous prenez l'avancée de la mer ou alors vous fixez des bulles pour utiliser des filao. Parce que c'est une espèce qui est très adaptée à l'environnement marin, qui a une capacité d'absorption du vent marin qui est chargé souvent de sel. Donc là aussi, on est proche des espèces halophiles, des espèces qui sont adaptées à la présence du sel. C'est des éléments importants à tenir en compte. Quand on étudie, quand on étudie, donc on est le système.
paraît complexe, mais c'est la réalité. Moi, je prends l'exemple de l'homme pour banaliser, puisqu'il est clair que nous autres ne sommes pas des Antilles. Nous ne pouvons pas vivre dans l'eau. N'est-ce pas? Donc, si on doit aller dans l'eau, il faut des combinaisons pour que nous puissions nous adapter à l'eau. Donc, c'est pareil. Donc, la présence de certains facteurs peut ne pas nous aider à suivre. Mais dans le fond, nous nous intéressons aux définitions qui sont données par certains grands auteurs. Donc, l'un des premiers, c'est bleu. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, c'est lui qui a écrit l'un des références importantes sur la géographie des données. Donc, il dit ceci que l'écosystème est une organisation réalisée par des relations pour nous les organismes vivants, c'est-à-dire la bienvenue, entre eux, avec le milieu, c'est-à-dire le biologue, à des échelles différentes, à des échelles diverses, à l'intérieur de la biosphère. Si vous êtes des géographes, vous pouvez comprendre dans notre échelle. Pour lui, comprendre l'écosystème, c'est aussi des notions d'échelle territoriale. L'échelle territoriale est très variée. Donc il y a le micro, il y a le réseau, il y a le macro. À peu près 3 niveaux d'échelle. Le micro, c'est à petite échelle, c'est-à-dire à l'échelle de terroir. Donc, le réseau, c'est-à-dire l'intermédiaire. Ça peut être une région ensuite. Et le macro, c'est l'échelle globale. Les écosystèmes aussi peuvent être analysés de cette manière. Donc, il dit déjà que ce sont les organismes vivants, entre eux d'abord, dans un milieu. Donc, à l'échelle diverses, à l'intérieur de la biosphère. Et la biosphère, c'est la planète. Et nous sommes dans la biosphère. Donc, ici, il faut faire comprendre que la relation que certains organismes vivants peuvent avoir entre eux sont déterminées par l'échelle territoriale au niveau de laquelle elles sont localisées. Vous avez votre territoire de fonctionnement, d'autres organismes aussi ont leur propre territoire de fonctionnement. Et pour moi, on verra que certains organismes sont en ligne. Je pense que vous avez étudié dans les passés dans les territoires d'année. C'est quoi l'année? Vous avez oublié. C'est quoi l'année? Une espèce endémique. Je te donne plus que une espèce unique. C'est beau. C'est quoi l'endémique? C'est une espèce qui vit dans les déserts. C'est un vrai ou faux? Donc, c'est quoi l'endémique? C'est une espèce qui n'a pas une dimension extérieure. Moi, je ne comprends pas. C'est une espèce qui vit exclusivement dans un endroit. Est-ce que vous pouvez voir exclusivement? C'est-à-dire que vous la retrouvez dans un endroit et d'une part d'ailleurs. Okay? Donc ça existe. Il y a des espèces typiquement endémiques. C'est-à-dire que vous allez dans une ville de retrouver et vous n'allez pas la retrouver ailleurs là. C'est impossible. Parce que c'est cet endroit seulement qui va la payer. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns par mois. Je ne serai pas beaucoup. Comme les mouches dans les mouches, c'est pas les mouches, c'est quelle espèce? C'est cosmos. C'est quelle espèce? La mouche. La mouche, on la retrouve partout. Mais non, pas. Il n'est pas sûr. En tout cas, la mouche, c'est très répandue.
Donc, cette notion nous rappelle évidemment que donc, les relations que peuvent avoir les organismes sont déterminées par le milieu politique ou le milieu de localité. Et ça dépend aussi des éléments qui constituent le milieu. Donc il est important de rappeler et de mettre en lien avec les lieux. Parce que c'est ça qui va nous faire comprendre en mettant en lien aussi avec la notion de pauvreté. La répartition des espèces est souvent déterminée par cela. Le deuxième auteur que je vous propose, c'est le sol, qui pour lui également, on va connaître un certain nombre d'éléments. Donc ici, ceci, c'est moins une unité définie extérieurement qu'une unité définie par son il faut interpréter cette chose. Il faut s'entendre interpréter. Je vous soumets à l'interprétation. Il faut tenter de l'expliquer. Il y a quelqu'un qui va expliquer un peu. Donc il parle du budget défini par le budget territorial. Territorial, c'est circonscrit sur un espace. Avec le budget et à l'équilibre. Donc pour lui, l'écosystème a forcément cette consonance dans un territoire limité. Et quelque part, il y a des écosystèmes là, il y a un lac. Vous vous promenez autour du lac, vous savez qu'il y a des parties, vous allez là et vous sentez que vous êtes au large de l'écosystème du lac. Ce n'est pas aussi tangible que ça. Mais dans les principes, donc il y a une unité parce qu'il y a des éléments qui permettent de comprendre que l'écosystème s'arrête là. Parce qu'il y a cette notion de limite territoriale. Mais il met à côté donc une unité définie par son fonctionnement. Cela veut dire que ce n'est pas cette limite qui détermine en réalité l'écosystème, mais plutôt le fonctionnement des relations que les éléments qui occupent cet écosystème ont avec les autres. Ça plus haut niveau dédié à l'entreprise. C'est comme vous habitez quelque part, vous êtes en train d'aller pour là, vous êtes en relation avec l'ailleurs. Et donc, la logique ici, on est dans les notions de développement de l'écosystème. Dans le sens du fonctionnement. C'est le fonctionnement de l'écosystème pour certaines espèces qui font partie de cet écosystème. Donc, il faut aller au-delà des limites. Donc, on peut identifier. Donc, ensuite, vous avez des catégories. Donc, il dit que cette définition ne mentionne pas l'unité ou des chaînes spatiales particulières. Ce qui est déterminant, ce sont des facteurs qui font l'écosystème unité fonctionnel. Et ces facteurs peuvent être réunis dans les différents Donc, ça paraît complexe à comprendre. Mais je pense que ici, il est en train de nuancer en fait l'unité spatiale. Et un peu de nuancer donc les contenus de l'écosystème. Et bien l'accent sur
la question fonctionne. La question fonctionne. Et le fonctionnement, je le rappelle, c'est lié à plusieurs éléments. Donc, j'ai besoin que les individus avoir, c'est-à-dire que les élèves suivants, le fonctionnement dans les relations avec les individus, donc faut délibérer les indépendances en ces contextes, et c'est ce que l'Afrique a expliqué. Donc, ces facteurs sont réunis dans les différents niveaux d'évolution. Donc, tout à l'heure, on parlait des facteurs qui peuvent les facteurs physiques, particulièrement la présence mais aussi puisque les écosystèmes sont dans l'environnement, il est important de garder à l'esprit nos discussions, puisque ça permet d'assurer la notion des écosystèmes. Et quand vous regardez, vous pouvez aussi critiquer, discuter de la définition, parce que ce n'est pas lié de la science. Donc, selon votre compréhension, les discussions pour avoir une discussion pour avoir des buts, et il est important de garder à l'esprit que la science est attribuée. Et pourquoi, quand on propose un concept, donc on soumet ce concept à l'esprit. Puisque on regarde pour le bail de la politique, il a le droit de le trouver, c'est compris et compris de cette manière, et de l'enseignant également. Mais c'est pour permettre de comprendre dans le premier temps ce qui est les bails de la compréhension dans les systèmes, mais ouvrir aussi l'esprit pour pouvoir en discuter et peut-être tirer pour lui une meilleure connaissance et assurer la vie. Donc, de ces définitions, on peut céder un regard rapide sur l'étude de ces systèmes. Donc, on regarde rapide sur l'étude de ce système. Mais, selon évidemment, donc la question territoriale ou la taille, simplement. Parce que vous avez essentiellement la photographie ici, comme on ne sort pas de notre activité, on ne sort pas de notre système. Donc le premier niveau, c'est les écosystèmes considérés à des niveaux micro. Donc il y a des aspects importants qui peuvent être notés dans ces écosystèmes-là. C'est la mobilisation des systèmes pour réussir le micro-développement. Au niveau de quel également qui a une autre dans un espace assez difficile. Donc ici, c'est le petit territoire, donc des échelles, des petites échelles. Vous aurez tout à l'heure l'exemple de l'arc par exemple. Ensuite, vous avez deux niveaux présents. Donc il faut travailler avec les territoires, donc qui intéresse ici certaines informations végétales. Donc à savoir les savanes ou alors les forêts. Ça c'est des dimensions régionales. Donc, et le dernier niveau, qui peut nous intéresser, c'est le niveau macro. Ici, ça intéresse les espaces de climat. Donc, à l'échelle des documents, par exemple. Ça également, ce sont des éléments que vous avez abordés, je pense, dans les dernières, qui permettent de comprendre que les systèmes peuvent s'organiser et peuvent, en tout cas, évoluer à des échelles différentes. Et permettant aussi de comprendre comment ces espèces, en tout cas, arrivant à des étages, donc se répartissent dans les niveaux de ces donc, vous avez essentiellement des échelles assez nourries, des échelles nourrières et des grandes échelles. Donc, ici, quand on parle d'échelle, c'est le niveau territorial. C'est l'espace qui peut être occupé, qui peut concerner dans les systèmes. Et il est important que vous l'avez à l'esprit. Donc, c'est notre
D'autres éléments qu'il faut apporter dans la compréhension de l'éducation, de la définition, et en regardant ce qui a été proposé par cette éducation, et revenir sur la question territoriale. Donc il y a aussi un élément structurant qui peut nous intéresser dans la compréhension de l'écosystème. Donc comment ça s'organise? Donc du point de vue horizontal et du point de vue vertical. Donc c'est la structure. Parce qu'ici on a essentiellement les deux dimensions. Deux dimensions du point de vue horizontal et du point de vue vertical. Donc il y a également la troisième dimension qui peut être rajoutée, c'est-à-dire que c'est une dimension clairement temporelle. Donc c'est dans le temps naturel. Donc pour aller on parler de la date d'évolution, on parle de la date de domination. Donc, cela veut dire qu'on a ici des individus, des espèces, parce que quand on parle d'espèces, une espèce est constituée par deux individus. Deux individus qui sont soumis et pas comprendre. Les espèces sont pas les espèces. Les individus qui sont soumis et l'espèce. Donc, dans la vie de l'autre, il y a un rapport qu'il faut avoir avec les gens. Une communauté végétale peut être une société. C'est-à-dire qui est constituée d'une seule espèce. Le regroupement de plusieurs individus vivent à une espèce. C'est ce qu'on appelle une communauté monospécifique, parce que c'est constitué par une seule espèce. Alors, on parle là de diversité. En général, donc c'est la diversité et la monospécificité. Donc nous faisons partie de la diversité. Là, les temps constituent une diversité. Parce que c'est clair qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont différents. Nous faisons partie de la diversité et en sein de cette espèce, il y a des caractères différents. Et ça même, ça constitue une partie de biodiversité. Donc, la biodiversité également, c'est cette dimension qui peut être globale, mais qui peut être positive. Et là, on va faire de vue. Parce que même votre organisme, c'est une sorte de biodiversité. Parce qu'il y a plusieurs constituants. C'est pourquoi, quand vous avez des gens, on a du mal à l'identifier. Généralement, on cherche la guerre, mais il y a des éléments plus petits que la guerre dans le corps humain. Donc tout ça, ça fait partie de cela qui permet de reprendre la vie. Nous allons parler de la plus petit que la guerre. Nous allons parler parce que jusque-là, la science, c'est la réalité. Plus que déterminer, par exemple, les problèmes. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous avez ici des chansons qui sont purement reliées, parce que vous pouvez avoir une communauté végétale constituée de millions d'individus, mais quand les individus n'embarquent pas la végétation, ça peut exister. Il faut proposer on regarde sur l'écosystème qui est constitué par plusieurs individus vivants, mais les organismes vivants n'appartiennent pas à la vie. Et c'est à vous de savoir en quoi faire. Ça, c'est important. Le psychophonèse, donc tout ce qui concerne les espèces. Donc, la première chose, la première dimension, c'est une dimension verticale. La dimension verticale, c'est la pratique. Donc, c'est-à-dire c'est la structure du courant. Donc, dans cette stratification, donc, on s'intéresse généralement donc, à la biologie. Donc, le monde animal ou le monde végétal. Donc, quand on regarde à partir de certaines bibliothèques,
La vie est quand vous êtes dans le système, vous partez de point en autre, voilà la structure verticale de cet écosystème. À partir du sol, nous sommes amenés à interroger comment c'est organisé ces communautés d'organisation. Qu'est-ce que vous retrouvez au sol? Qu'est-ce que vous retrouvez en haut? Donc ici, si vous prenez des arbres, c'est un peu plus rapide. Parce que l'arbre, donc le végétal, en réalité, donc dans sa structure, vous avez la partie racinaire, qui est la partie hypogée. C'est-à-dire la partie en vue, il y a une partie de l'arbre qui est au sol. On ne voit jamais. On est lui au point. Et qui est pourtant une partie importante. Ça fait partie de la structure de l'arbre. Ensuite, si vous observez à quelques centimètres du sol, donc vous allez pouvoir observer quelques éléments, c'est en particulier la partie qui est occupée généralement par les herbacées. D'accord? Donc, il est illustré par quelques photos, qui sont pas très claires, en blanc, mais vous comprenez facilement qu'il faut distinguer un certain nombre d'éléments. Donc, si vous regardez la première photo, la photo 2, donc il semble être un peu plus facile. Donc, si vous pouvez distinguer donc, les éléments qui sont illustrés, c'est la photo qu'on a des arbres, on a aussi des arbustes, on a aussi des herbes, des herbes. D'accord? Ça renvoie à l'exposition. Vous avez aussi ça c'est une forêt claire. Ça renvoie à une forêt claire. Mais la structure, vous voyez que les arbres sont plus ou moins espacés. Okay? Donc, contrairement à la structure qui est opposée, où les arbres sont plus ou moins resserrés, la densité. Ici, vous pouvez le comprendre de cette manière. Je reviendrai sur cette structure horizontale. Mais dans la verticalité, donc vous avez des arbres qui n'ont pas d'angle. C'est ça qui nous intéresse en fait, dans la connaissance de la structure horizontale. Les écosystèmes aussi s'organisent de cette façon. Donc l'utilisation de cette manière dépendra de la stratification. Donc si vous êtes dans un écosystème de ce genre, et que vous avez des animaux qui peuvent rester, d'autres non. Donc il est clair que la partie végétative qui est en hauteur ne peut pas être prélevée par des animaux qui ne peuvent pas traiter. Ça veut dire que même là, il y a une organisation, donc du point de vue de la biologie par rapport à l'accès et au prélèvement de la matière première. Et donc, là également, il y a une question de spécialisation en termes d'alimentation. Puisqu'il y a forcément des organismes vivants qui sont des frugivores, c'est initialement la race biologique. D'autres qui sont des herbivores, donc la partie des feuilles, ou alors d'autres organismes vivants qui s'alimentent de la partie souterraine. Donc il y a une diversité d'alimentation. Et en fonction de cela, les organismes, l'écosystème aussi est revenu. Donc c'est l'utilisation en fait de la matière première qui va déterminer. Donc qui va être déterminé par la structure verticale. Quand vous regardez les calibres, des arbres, vous avez l'impression que les sentiments de calibre, la structure des arbres qui sont c'est plus important au niveau de la forêt claire qu'au niveau de la forêt plus ou moins donc ça c'est des éléments de compréhension de la lecture des écosystèmes. Alors oui, les écosystèmes sont de la perspective donc permettent de comprendre l'utilisation de la matière donc en fonction de la nécessité de cette matière et c'est cela qui est important de comprendre.
Vous allez apprendre la phrase. C'est le nouveau terme que j'avais pour vous. Donc, ici, vous avez essentiellement ce qui est lié à la raison. Lié, pas pour préparation. Lié, c'est ce qui est à pouvoir. Hypothèse, c'est ce qui est en dessous. Donc, ce sont des termes qu'on peut utiliser. Et le cas d'évaluation de la production. Donc, vous intéressez à la production de la classe hypothèse, la production de la classe initiale. C'est important, il y a pas etc. Donc, ici, le classe économique, qui est un des particulièrement des amis, mais également les dépenses. Et essentiellement, donc dans la notion de l'alimentation, parce que les agriculteurs, donc ils utilisent cette matière organique accessible et les agriculteurs qui ne faut pas faire. Ça veut dire que quelque part, il y a une notion de ça qui va déterminer l'utilisation de certaines matières organiques. Et par ailleurs, la disponibilité de cette matière organique, donc dépendra aussi de l'impression que cette matière peut avoir. Donc, à partir du moment où il y a des éléments de la biocétose, en particulier les animaux, il faut utiliser cette matière organique. Et enfin, vous avez la trace hypothèse. Donc, il y a là encore. Cette trace qui est plus ou moins constituée de la partie racinaire de l'arbre, qui est enfouie dans le sol. Mais pas que seulement la partie racinaire, mais vous avez aussi un ensemble d'organismes vivants à l'intérieur des sols. Et c'est ce qu'on vérifie peut-être moins aussi, c'est pas la zone. Donc, c'est en plusieurs. Ok. Les champignons. Donc, on les avait dans le sol. Et c'est ce qu'on appelle aussi des détectives en général. Détectives. Et donc, ce sont des organismes qui sont dans le sol qui participent à la décomposition de la matière. C'est ça qui permet la fabrication de la matière organique, parce que ce sont des organismes qui transforment la matière organique en la matière minérale. Okay? C'est une forme de production également, parce que la matière minérale qui est en nous est utilisée par les plantes. Donc, comme on l'a dit, les cellules minérales. Ça fait tant des numéros dans notre souvent, ça prend pour la donc, c'est une question de défense. Donc, il est important de garder à l'esprit ces notions. Alors, dans la structure horizontale, la verticalité est une question de planification. C'est-à-dire la hauteur à partir du sol ou du support vers une verticalité. Donc, vous avez notamment pour les organismes vivants les végétaux. Donc, ils sont en tout état d'agriculture ouverte. Donc, ça dépend de la structure et de la hauteur.
Il y a également ce plan horizontal qui est intéressant à présenter, puisque dans la structure horizontale, cela nous rappelle un peu certaines caractéristiques des milieux. Parce que la structure de l'écosystème est caractérisée par une certaine flexibilité dans la répartition. Donc, en fonction justement de la présence de certains éléments, tels que l'eau, le sel, c'est la salinité, ou alors la topographie. La topographie, c'est des niveaux de relief. Puisque quand on regarde aussi un terrain assez élevé, vous avez décrit des cartes topographiques, vous avez certainement décrit au moins la répartition de la végétation sur certains lacs. En regardant un peu le niveau topographique, vous vous rendez compte que certains niveaux très élevés n'ont pas. Par contre, sur les plaines, par exemple, il est facile de trouver la végétation. Et c'est ce que nous avons montré ici. Donc, par les deux figures, la figure A et la figure C, du point de vue horizontal, qu'est-ce qu'on observe? Au niveau de la figure A, comment se réalisent les aires? Donc, nous avons ici quelques individus là, qui sont retrouvés par-ci par-là, alors que la figure C, il y a une concentration. Donc, la densité est beaucoup plus importante. Donc, ici, on regarde l'horizontalité. Donc, à ne pas confondre les deux dimensions. Il y a la verticalité et la verticalité. Et l'horizontalité, c'est une question de densité qui exprime le nombre d'individus en rapport avec la superficie topographique. Et ça peut s'exprimer en nombre par hectare, en nombre par mètre, par mètre. C'est des éléments. Donc, c'est la densité. Parce qu'on est de on peut l'étudier pour évaluer le potentiel de formation végétale, combien d'arbres nous avons à l'écart dans l'écosystème. Et ça également, ça permet d'évaluer la biomasse. La masse de la matière vivante qui existe dans nos écosystèmes. Ça interpelle des études. Quand on parle de ce point, c'est encore difficile à comprendre, mais l'évaluation de la fréquence se passe aussi par la compréhension de ces éléments. Donc, qu'est-ce qu'on a dans nos écosystèmes et comment cet écosystème s'organise de manière à pouvoir déterminer le potentiel de biomasse. Donc, le dernier élément, c'est l'évolution. Je pense qu'on avait une question qui est envoyée pour la salle tout à l'heure. L'évolution spatio-temporelle de l'écosystème. Donc, il renvoie ici à la dynamique. Et comme je l'ai dit, la nature est beaucoup d'elle-même. Donc, tout organisme vivant évolue de lui-même. Puisque c'est le schéma biologique de l'évolution. On est grandi et donc l'écosystème c'est pareil. Donc les écosystèmes arrivent à évoluer de cette manière, de telle sorte que il y a des facteurs qui permettent de mieux comprendre l'évolution de certains facteurs, de certains écosystèmes, pardon. Donc quand on est dans cette compréhension de la dynamique sur une autre durée. Okay. Donc c'est pourquoi on peut évaluer largement la dégradation de l'écosystème. Dans l'ordre de 10 ans, dans l'ordre de 20 ans, dans l'ordre de 10 donc 40 ans, c'est tout dédié en paléoclimatologie. Mais dans l'ordre de millénaire, parce qu'aujourd'hui on dira que le temps a changé. Pour parler du temps, les écosystèmes ont évolué de façon assez différente. Donc les systèmes d'origine
n'existe plus. Parce que simplement, il y a eu des facteurs qui ont contribué au changement et on observe aussi les transformations. Ces transformations sont parfois irréversibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retourner à la case de base. On peut arriver à un niveau de fédération où on risque de faire des écosystèmes. C'est là aussi que des communautés, par exemple, végétales, ont alimenté dès le départ, donc vont disparaître totalement. Et elles vont donner naissance ou elles vont donner la place à d'autres communautés végétales. Donc ça, c'est des éléments. C'est pourquoi aujourd'hui, sur les questions de changement climatique, qui affectent certains écosystèmes, il est important de développer l'étude de cette évolution. Donc, par rapport à l'existence des écosystèmes et le résultat aujourd'hui, qui est provoqué par un certain nombre de facteurs de changement, y compris l'homme. Et c'est ce qui fait que ici, il faudrait comprendre que dans la dynamique, il y a plusieurs stades. Donc, quand on réduit au écosystème, le stade premier, le stade de consolidation et le stade de maturation. Donc, le stade premier, c'est le stade de départ d'origine de l'écosystème. On peut regarder le système originel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement de système. Et ça, c'est le point de référence des écosystèmes. Donc, les caractéristiques de départ, donc les éléments physiques qui ont concouru à la mise en place de ces écosystèmes. Et ce sont des éléments en général très favorables pour le développement et le fonctionnement de la vie des autres qui occupent ces écosystèmes. Et donc, dans les rapports, parce qu'on a parlé de relations entre la vie des autres, c'est-à-dire des éléments vivants qui occupent l'écosystème, donc entre eux, donc à un moment de cette relation, une relation qui peut être déterminée par le besoin de la manière individuelle de l'autre. C'est cela qui va aussi provoquer une certaine de la commune. Puisque dans le schéma des relations, donc il y a forcément une dépendance. Parfois pour la nourriture qui est déterminée par la matière organique. Cette matière organique va être disponible. Puisque c'est cette matière organique qui va être consommée par d'autres organismes vivants. Et le potentiel de cette matière organique va déterminer la production ou la productivité des organismes vivants. Et donc, de ce point de vue, il y a une évolution dans le monde. Selon l'importance de la production, selon l'importance aussi de la population d'organismes vivants. Si je le dis dans des termes plus simples, c'est là aussi que nous sommes ici considérés comme un espace dans lequel nous sommes. Et il y a de la matière qu'on partage, par exemple l'air. Et il est vrai que quand on nous enferme ici pendant un certain nombre de temps, donc l'utilisation de l'air deviendra compliquée pour nous. Donc c'est de la même manière qu'il faut comprendre cette notion d'évolution par rapport à la disponibilité de certaines matières, donc qui sont limitées par les organismes vivants. C'est là aussi que nous avons besoin d'une certaine quantité de matière, mais si cette matière n'évolue pas dans le sens où ça nous permet de répondre aux besoins de chacun d'entre nous, donc ça va créer des tensions et finalement ça peut créer, comme je ne le souhaite pas, donc une crise, ce qui amène aussi le déclin de certaines économies. Donc parce que finalement le fonctionnement est arrivé à un moment à un niveau maximal. Et donc forcément il n'y a plus rien à faire, l'écosystème va terminer. Et donc ça c'est des mécanismes biologiques et je pense que ce n'est pas difficile à comprendre. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, les gens parlent souvent de ces techniques. Donc, à partir du moment où les facteurs d'origine qui permettent
Dans le domaine des écosystèmes, dans ces facteurs, on est dégradé. Donc il est clair que la survie et la biodiversité va être impactée. Donc il faut voir le but. Donc nous ne sommes pas donc on passe du stade curieux au stade de consolidation, préparation de nouvelles espèces. Donc c'est comme tout à l'heure l'exemple que vous avez pu observer la disparition qu'on a rapportée à la réflexion de espèces, mais en même temps vous pouvez observer l'apparition de nouvelles espèces. Ça c'est parce que le milieu a changé et que les conditions présentes sont favorables à l'émergence de nouvelles espèces. C'est pourquoi ces nouvelles espèces apparaissent. Donc c'est des mécanismes qui sont observés dans ces milieux. Et il est important peut-être de le rappeler. Même pour les dates, on a vu des phénomènes déjà. Parce que quand vous prenez le panier à huile, donc c'est vraiment intéressant. Elle est ici et ici. Ok? Puis naturellement, c'est une espèce qui sont plus vieux. Vous avez des paniers dans une zone, notamment dans les Niayes. Si vous connaissez la région des Niayes, les lacs qui sont entre Dakar et Bienvenue, vous avez des paniers. Mais normalement, le panier n'est pas dans sa zone d'origine, parce que les paniers sont plus au sud du Sénégal, parce que c'est des zones pluvieuses, c'est une des espèces qui est bleue. Donc si on voit que cette espèce est ici, donc ça veut dire qu'il y a eu des situations qui ont permis simplement la migration de cette espèce et qui se retrouvent dans des milieux qui sont même favorables, dans des conditions conciliaires aux conditions des zones d'origine. Des éléments comme ça qui doivent se suivre plus ou moins des distances que l'évolution de cette espèce. Donc on va s'arrêter là.